Mon fils m'a demandé de passer quelques jours chez ma tante parce que sa nouvelle petite amie allait emménager dans mon appartement. C'est temporaire, maman. 6 mois plus tard, il m'a appelé. Tu peux rester là-bas encore un peu. Le lendemain, je suis apparue avec l'huissier de justice et l'ordre d'expulsion. À 58 ans, je croyais avoir appris toutes les leçons que la vie pouvait m'enseigner sur la famille, la confiance et l'amour inconditionnel d'une mère. Comme je me trompais. Assise sur le balcon de l'appartement que j'avais construit avec tant de sacrifices au fil des années, j'observais l'animation de la rue en prenant mon petit déjeuner, sans imaginer que ce mardi matin allait complètement changer le cours de mon existence. Théo est arrivé vers 10 heures, comme il le faisait toujours quand il voulait quelque chose. Mon fils de 32 ans avait cette habitude d'apparaître aux moments les plus convenables pour lui, généralement quand j'étais détendue et de bonne humeur. J'ai ouvert la porte et l'ai accueilli avec mon sourire habituel, ce sourire de mère que je n'ai jamais pu cacher, même quand je pressentais qu'une tempête approchait. « Bonjour maman », dit Théo, en m'embrassant sur la joue, mais j'ai immédiatement remarqué que quelque chose était différent dans son comportement. Ses yeux fuyaient les miens et ses mains agitées jouaient avec les clés de voiture qu'il tenait encore. « Bonjour, mon fils. Tu veux un petit déjeuner café ?» ai-je proposé comme toujours, essayant de dissimuler l'étrange sensation qui commençait à se former dans ma poitrine. Théo a accepté le petit déjeuner café, mais s'est resté debout dans la cuisine appuyé contre le comptoir, sans sa décontraction habituelle. Je le connaissais trop bien pour ne pas remarquer que quelque chose le préoccupait profondément. Pendant que je préparais sa tasse, j'ai senti ses yeux m'observer, comme s'il calculait les mots justes pour dire quelque chose qu'il savait que je n'aimerais pas entendre. « Maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose », a commencé Théo, et sa voix avait un ton que je n'avais pas entendu depuis des années, depuis qu'il était adolescent et qu'il avait fait une bêtise à l'école. Je lui ai donné son petit déjeuner café et me suis appuyée contre l'évier, croisant instinctivement les bras. « Tu peux parler, Théo. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi pour n'importe quoi. » Il a pris une gorgée de petit déjeuner café, gagné quelques secondes, puis a commencé à expliquer qu'il avait rencontré quelqu'un de très spécial. Hortense, dit-il, était une femme incroyable de 28 ans, architecte comme lui, qui avait complètement changé sa vie. Pendant qu'il parlait d'elle, j'ai remarqué comme ses yeux brillaient d'une façon que je n'avais pas vue depuis longtemps. Mon cœur de mère s'est réchauffé en le voyant si amoureux, même si une partie de moi restait toujours un peu inquiète quand Théo s'impliquait avec quelqu'un de nouveau. Elle a l'air d'être une personne merveilleuse, mon fils. Ai-je commenté sincèrement, car son bonheur a toujours été ma priorité. Quand vais-je la rencontrer? C'est alors que Théo est devenu encore plus nerveux, posant sa tasse sur le comptoir et commençant à faire les 100 pas dans la cuisine. « C'est de ça dont je dois te parler, maman. Hortense traverse une situation compliquée avec son appartement. Le propriétaire a vendu le bien et elle doit partir d'ici la fin du mois. » J'ai hoché la tête, ne comprenant toujours pas où cette conversation allait mener. Quelle situation difficile, la pauvre. Le marché immobilier est vraiment impossible. Elle a déjà trouvé un autre endroit. Théo a arrêté de marcher et m'a regardé directement dans les yeux pour la première fois depuis son arrivée. « Maman, je voudrais te demander une très grande faveur. Je sais que c'est beaucoup, mais vous êtes toutes les deux les personnes les plus importantes de ma vie et j'ai vraiment besoin de ton aide. » Le ton de sa voix m'a fait comprendre que ce qui allait suivre serait quelque chose de bien plus compliqué que ce que j'imaginais. J'ai senti mon estomac se contracter légèrement, mais j'ai maintenu une expression calme, attendant qu'il continue. « Est-ce que Hortense pourrait rester ici quelques jours, juste le temps qu'elle s'organise et trouve un endroit définitif ?» a demandé Théo rapidement, comme s'il voulait passer le plus vite possible la partie la plus difficile de la conversation. J'ai respiré profondément, analysant la demande. La vérité est que j'ai toujours eu du mal à refuser quoi que ce soit à Théo, surtout quand il me regardait avec cet air plein d'espoir. L'appartement avait 3 chambres, donc l'espace ne serait pas un problème, et j'ai toujours été accueillante avec les personnes que mon fils amenait à la maison. Bien sûr, Théo, elle peut rester dans la chambre d'amis le temps qu'il faudra, ai-je répondu sans trop hésiter.
Mais tu es sûr qu'elle serait à l'aise ici. Je ne voudrais pas qu'elle se sente gênée. » Le soulagement sur le visage de Théo fut immédiat et contagieux. Il est venu vers moi et m'a donné une étreinte serrée, de celle qui me rappelait le petit garçon qu'il avait été un jour. « Merci, maman. Tu n'imagines pas à quel point cela compte pour moi. Hortense est une personne incroyable. Je suis sûre que vous vous entendrez très bien. » Nous avons passé le reste de la matinée à discuter des détails pratiques. Théo m'a parlé davantage de Hortense, de leur rencontre lors d'un projet professionnel, de ses goûts et de sa personnalité. Je voyais à quel point il était vraiment amoureux et cela me rendait sincèrement heureuse, malgré une petite pointe de jalousie maternelle que je ressentais toujours quand une nouvelle femme entrait dans la vie de mon fils. « Quand compte-t-elle emménager ici ?» ai-je demandé pendant que nous lavions les tasses ensemble. Une routine que nous maintenions depuis qu'il était petit. « Si possible, cette semaine, » répondit Théo. « Je peux l'aider avec le déménagement ce week-end. Elle n'a pas beaucoup d'affaires, peu de meubles. » J'ai acquiescé promptement et commencé à organiser mentalement la chambre d'amis, réfléchissant aux petits détails qui pourraient rendre Hortense plus à l'aise. Peut-être quelques fleurs fraîches, des serviettes supplémentaires, et je pourrais faire cette tarte aux pommes qui plaisait toujours aux invités. Théo est resté jusqu'à la fin de l'après-midi et notre conversation a naturellement dérivé vers d'autres sujets. Nous avons parlé de son travail, de quelques problèmes de plomberie dans ma salle de bain, de ses projets d'avenir. C'était réconfortant d'avoir ces moments avec mon fils, quand tout semblait simple et familier. Quand il s'est préparé à partir, Théo m'a de nouveau enlacé à la porte. « Maman, tu es incroyable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » a-t-il dit sincèrement. « Tu n'auras jamais besoin de le découvrir, » ai-je répondu automatiquement, comme toujours. « Je serai toujours là pour toi, Théo. » Après son départ, je suis restée sur le perron à regarder sa voiture disparaître au coin de la rue. Une sensation étrange persistait en moi, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier complètement. C'était peut-être simplement l'appréhension naturelle que toute mère ressent quand des changements approchent. Ou peut-être quelque chose de plus profond, une intuition que je n'étais pas encore prête à reconnaître. Je suis rentrée et j'ai commencé à préparer la chambre d'amis, changeant les draps et rangeant l'armoire. Tout en travaillant, je me surprenais à imaginer comment serait la cohabitation avec Hortense, notre routine quotidienne, si elle aimerait mon petit déjeuner et si nous pourrions développer une véritable amitié. Ce soir-là, avant de dormir, je pensais à comme la vie nous réserve des surprises. À 58 ans, j'étais sur le point de partager ma maison avec une jeune femme de 28 ans que je ne connaissais même pas, simplement parce que mon fils était tombé amoureux. C'était une situation nouvelle pour moi, mais aussi une opportunité de mieux connaître la personne qui avait conquis le cœur de Théo. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, je ressentais toujours cette étrange sensation dans la poitrine, comme si mon intuition essayait de m'avertir de quelque chose que je ne pouvais pas encore complètement comprendre. J'ai préparé mon petit déjeuner café comme d'habitude, mais cette fois-ci, je suis restée à observer par la fenêtre de la cuisine, pensant à comment ce serait d'avoir Hortense partageant cet espace avec moi dans les jours à venir. Théo est arrivé le jeudi suivant avec 2 grandes valises et plusieurs cartons dans sa voiture. Hortense était à ses côtés, une jolie jeune femme aux longs cheveux bruns et au sourire qui semblait un peu forcé quand elle m'a salué. Elle portait des vêtements coûteux et avait cet air de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait dans la vie. « Madame Ondine, merci beaucoup de m'accueillir chez vous, » a dit Hortense en me donnant une étreinte qui a duré quelques secondes de plus que nécessaire. Théo m'a dit que vous êtes une personne très spéciale. J'ai rendu l'étreinte et le sourire, essayant d'écarter cette première impression de méfiance qui me prenait parfois quand je rencontrais de nouvelles personnes. Sois la bienvenue, ma chérie. Cette maison est la tienne aussi longtemps que tu en auras besoin. Les premiers jours se sont relativement bien passés. Hortense se montrait polie et serviable, proposant toujours son aide en cuisine et maintenant la chambre d'amis ordonnée. Théo semblait rayonnant de bonheur, passant presque toutes les soirées à la maison pour dîner avec nous et rester avec elle.
Je m'efforçais de l'inclure dans les conversations et de la mettre à l'aise, même quand je remarquais de petits détails qui me dérangeaient, comme la façon possessive dont elle tenait le bras de Théo, ou comment ses yeux évaluaient chaque pièce de la maison quand elle pensait que je ne regardais pas. Après 2 semaines, Théo est apparu dans la cuisine un matin avec cette même expression nerveuse que j'avais appris à reconnaître au fil des années. Hortense était sortie tôt pour régler quelques questions de travail. Nous étions donc seuls pour la première fois depuis son emménagement. « Maman, il faut que je te parle de quelque chose », a-t-il commencé, tripotant nerveusement ses clés de voiture. J'ai senti mon estomac se nouer à nouveau. « Qu'y a-t-il, Théo ?» Il a pris une profonde respiration avant de continuer. La situation de Hortense est plus compliquée que ce que nous pensions. Elle n'a pas réussi à trouver un appartement qui rentrait dans son budget et les prix sont impossibles. De plus, elle a quelques problèmes financiers à cause du déménagement forcé de son appartement précédent. J'ai acquiescé, attendant qu'il en vienne au point principal de la conversation. Je comprends. Ces situations sont toujours plus difficiles qu'elles ne le paraissent initialement. Théo s'est approché de moi et a pris mes mains, comme il le faisait quand il était enfant, et voulait me convaincre de quelque chose. « Maman, je sais que c'est beaucoup demandé, mais pourrais-tu envisager de laisser Hortense rester ici plus longtemps, peut-être quelques semaines de plus, jusqu'à ce qu'elle puisse se stabiliser ?» La question m'a prise au dépourvu, même si je m'y attendais un peu. « Théo, quand tu as dit quelques jours, j'ai compris que ce serait vraiment quelques jours. Quelques semaines, c'est une situation bien différente. » « Je sais, maman, et je m'excuse de ne pas avoir été plus claire dès le début, » a répondu Théo rapidement. « Mais tu as vu comme elle est une bonne personne, comme vous vous entendez bien toutes les deux. Et je l'aime vraiment, maman. Je ne me suis jamais sentie comme ça pour personne avant. » J'ai regardé mon fils et j'ai vu la sincérité dans ses yeux. Même si quelque chose en moi restait mal à l'aise avec la situation, je ne pouvais pas nier que Théo semblait sincèrement amoureux. D'accord, quelques semaines de plus, mais ça doit rester temporaire, Théo. C'est ma maison, ma routine, et j'ai besoin de mon intimité. Le soulagement sur son visage fut immédiat. Merci, maman. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Les semaines sont devenues un mois, puis 2 mois. Hortense restait polie en ma présence, mais je commençais à remarquer des petits signes qu'elle s'installait dans la situation plus qu'elle ne le devrait. Ses vêtements ont commencé à apparaître dans la buanderie avec les miens. Elle a réorganisé certains meubles de la chambre sans demander. Et elle utilisait la cuisine comme si c'était la sienne, laissant ses épices et ingrédients spéciaux occuper de l'espace dans les placards. Théo, de son côté, a commencé à passer de plus en plus de temps dans l'appartement, arrivant souvent directement du travail et dînant avec nous tous les jours. La routine que j'avais construite au fil des années était complètement bouleversée et je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. C'est alors qu'est survenue la conversation qui changerait tout. C'était un samedi matin et j'étais sur le balcon en train de prendre mon petit déjeuner café quand Théo s'est approché avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Il y avait quelque chose de déterminé dans ses yeux, mais aussi une froideur qui m'a effrayée. « Maman, j'ai encore une faveur à te demander », a dit Théo en s'asseyant sur la chaise à côté de moi. J'ai posé ma tasse de petit déjeuner café sur la petite table et me suis préparé à ce qui allait suivre. « Quelle faveur, Théo !» Il a regardé ses mains avant de continuer. « Hortense et moi avons décidé que nous voulons vivre ensemble officiellement. Nous voulons vraiment commencer notre vie à 2, construire quelque chose de solide. » J'ai souri, pensant qu'ils allaient enfin chercher leur propre appartement. « C'est merveilleux, mon fils. Je suis très heureuse pour vous. Quand comptez-vous commencer à chercher un endroit ?» Théo a levé les yeux et m'a regardé directement. « En fait, maman, nous aimerions rester ici même. Cet appartement est parfait pour nous. Il y a assez d'espace. L'emplacement est idéal pour le travail de nous 2. » J'ai senti comme si le sol bougeait sous mes pieds. « Théo, c'est mon appartement, ma maison. J'habite ici. » « Je sais, maman, mais nous avons pensé à une solution
qui pourrait fonctionner pour tout le monde, a continué Théo avec un calme qui m'a encore plus alarmée. Tante Roxane dit toujours qu'elle se sent seule dans sa maison depuis que l'oncle Rémi est mort. Et si tu allais rester avec elle quelques jours? Juste temporairement, maman. Pendant ce temps, Hortense et moi, nous nous organisons ici et après nous parlerons d'une solution définitive. Je suis restée silencieuse pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Mon propre fils me demandait de quitter ma maison pour que lui et sa petite amie puissent s'installer dans mon appartement. Théo, tu me demandes de quitter ma propre maison? Ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais même pas. Ce n'est pas partir, maman. C'est juste rester quelques jours chez tante Roxane. Tu sais comme elle aime ta compagnie, et vous pourriez vous tenir compagnie l'une l'autre, a répondu Théo comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Je me suis levée de la chaise et j'ai marché jusqu'à la rambarde du balcon, essayant de contrôler la colère qui commençait à monter en moi. Et combien de temps imagines-tu que je devrais rester chez ta tante? Juste le temps qu'on s'organise mieux, peut-être quelques semaines, au maximum 1 ou 2 mois, a dit Théo, en se levant aussi et en venant vers moi. Je me suis retournée pour lui faire face, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé qu'il voie exactement ce que je pensais. Théo Monteiro, tu as 32 ans. Si tu veux vivre avec ta petite amie, cherche un appartement pour vous deux. C'est ma maison que j'ai acquise par mon travail et mes sacrifices. Je ne partirai pas d'ici pour que vous vous installiez dans ma vie. Théo fut visiblement surpris par ma réaction. Maman, je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses ainsi. Nous avons toujours été une famille unie. Nous nous sommes toujours entraidés. Aider est une chose, Théo. Être expulsé de sa propre maison en est une autre complètement différente, l'interrompis-je fermement. À ce moment-là, Hortense apparut sur le balcon, ayant clairement entendu une partie de la conversation. « Madame Ondine, peut-être que je peux mieux expliquer la situation, » dit-elle et avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Il n'y a rien à expliquer, Hortense. Vous êtes les bienvenus pour rester ici comme invité le temps nécessaire pour trouver votre propre logement. Mais je ne quitterai pas ma maison. » Répondis-je en la regardant directement. Théo et Hortense échangèrent un regard que je ne pus complètement déchiffrer, mais qui me fit comprendre qu'ils avaient déjà longuement discuté de ce sujet avant de m'approcher. « Maman, tu dois comprendre que parfois dans la vie, nous devons faire des sacrifices pour nos enfants, » dit Théo d'un ton qu'il n'avait jamais utilisé avec moi auparavant. « J'ai fait des sacrifices pour mes enfants toute ma vie, Théo. Mais personne ne m'a jamais demandé de sacrifier ma propre maison, » répondis-je avec un calme qui me surprit moi-même. La conversation continua encore quelques minutes, mais j'avais déjà pris ma décision. Peu importait combien Théo insistait, ou combien de justifications Hortense présentait, je ne quitterai pas mon appartement pour qu'il s'installe dans ma vie. Cet après-midi-là, j'appelai ma belle-sœur Roxane et lui racontai toute la situation. Elle fut indignée par l'attitude de Théo et m'offrit tout son soutien. « Ondine, tu as bien fait de ne pas accepter cette absurdité. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. » Les jours suivants, l'ambiance à la maison devint extrêmement tendue. Théo et Hortense commencèrent à me traiter avec une froideur qui me faisait profondément mal, comme si j'étais la méchante de l'histoire pour ne pas accepter de quitter ma propre maison. Ils chuchotaient quand j'étais dans les parages et sortaient ensemble sans m'informer de leurs horaires. Je réalisais alors qu'ils attendaient que je change d'avis, que la pression psychologique me fasse céder au chantage émotionnel. Mais à 58 ans, j'avais déjà appris quelques leçons importantes sur le respect et les limites, et je n'étais pas disposé à renoncer à ma dignité. 2 semaines après cette conversation tendue sur le balcon, la situation à la maison était devenue presque insupportable. Théo et Hortense me traitaient comme une intruse gênante, ne parlant que pour l'essentiel, et créant une ambiance glaciale qui me faisait douter de ma propre santé mentale. C'était comme si j'étais devenu invisible dans ma propre maison, ou une présence dérangeante qui perturbait les plans du jeune couple. C'était lundi matin que Théo s'approcha de moi à nouveau, cette fois avec une expression plus sérieuse et déterminée que je n'avais jamais vue auparavant. Je préparais mon petit déjeuner quand il entra dans la cuisine, encore en pyjama.
avec l'air de quelqu'un qui avait soigneusement répété ce qu'il allait dire. « Maman, je dois te parler d'une décision que Hortense et moi avons prise, » dit Théo en s'appuyant contre le comptoir de la cuisine et en croisant les bras. Je sentis mon estomac se nouer à nouveau avec ce ton familier qui annonçait toujours de mauvaises nouvelles. « Quelle décision, Théo ?» Il prit une profonde respiration avant de continuer, comme s'il se préparait pour un moment crucial. « Nous avons décidé que nous voulons vraiment rester ici dans l'appartement. Cet endroit a tout ce dont nous avons besoin pour commencer notre vie ensemble. Et ça n'a pas de sens de chercher ailleurs alors que celui-ci est parfait. » J'arrêtai de remuer le sucre dans mon petit déjeuner café et me tournai pour lui faire complètement face. « Théo, nous avons déjà parlé de ça. Je ne quitterai pas ma maison pour que vous vous y installiez. » Son expression changea instantanément, prenant d'une dureté que je n'avais jamais vue auparavant. « Maman, tu dois comprendre que parfois dans la vie, nous devons faire des sacrifices pour nos enfants. Tante Roxane paissait seule dans cette grande maison depuis que l'oncle Rémi est mort. Elle adorerait avoir ta compagnie. » Je sentis une vague d'indignation monter dans ma poitrine. « Théo, je n'abandonnerai pas ma maison parce que tu as décidé que tu veux y vivre avec ta petite amie. Si vous voulez vivre ensemble, cherchez votre propre appartement. » Théo s'approcha de moi avec une expression qui mêlait frustration et quelque chose qui me parut presque menaçant. « Maman, je ne te demande pas d'abandonner quoi que ce soit. Je te suggère d'aller passer quelques jours chez tante Roxane, juste temporairement, maman. Pendant ce temps, Hortense et moi, nous nous organisons ici et après nous discuterons d'une solution définitive. » Le mot « temporaire » résonnait dans mon esprit comme une alarme. Combien de fois avais-je entendu ce mot ces derniers 6 mois? D'abord quelques jours pour que Hortense s'organise, puis quelques semaines, et maintenant il voulait que je quitte temporairement ma propre maison. « Combien de temps penses-tu que je devrais rester chez Roxane ?» ai-je demandé en essayant de garder une voix calme. Théo haussa les épaules avec une désinvolture qui me choqua. « Quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois. Le temps nécessaire pour nous installer convenablement ici. » À ce moment-là, Hortense est apparue dans la cuisine portant l'une de mes robes de chambre, comme si elle était déjà la maîtresse des lieux. « Bonjour, Ondine, » dit-elle avec un sourire qui ne masquait pas la froideur dans ses yeux. « Théo m'a parlé de votre conversation. » J'ai regardé les deux et j'ai compris qu'ils avaient soigneusement planifié ce moment. Ce n'était pas une suggestion spontanée de Théo, mais une stratégie élaborée ensemble pour me convaincre de quitter mon propre appartement. « Hortense, j'ai déjà clairement dit que je ne quitterai pas ma maison, » ai-je répondu fermement. Elle s'est approchée de moi avec ce sourire condescendant que j'avais appris à détester. « Ondine, je comprends votre réticence, mais pensez à la situation de votre belle-sœur. Roxane doit se sentir très seule dans cette grande maison, surtout après avoir perdu son mari. Ce serait une merveilleuse occasion de vous tenir compagnie l'une l'autre. » La façon dont elle parlait, comme si elle me rendait service à moi et à Roxane, m'irritait profondément. « Hortense, si vous voulez de l'intimité pour vivre en couple, cherchez votre propre appartement. C'est ma maison. » Théo s'est positionné aux côtés de Hortense et pour la première fois, je les ai vus comme un front uni contre moi. « Maman, tu es égoïste. Nous avons toujours été une famille qui s'entraide. Et maintenant que j'ai besoin de ton soutien, tu refuses de faire un petit sacrifice. » Le mot « égoïste » m'a frappé comme une gifle. Mon propre fils me traitait d'égoïste parce que je ne voulais pas quitter ma maison pour qu'il puisse s'installer avec sa petite amie dans ma vie. « Théo, je t'ai élevé seul après que ton père nous a abandonnés. J'ai travaillé 2 emplois pendant des années pour garder cette maison et te donner une bonne éducation. Je n'ai jamais refusé de t'aider quand tu en avais besoin, mais je ne serai pas expulsée de ma propre maison. » ai-je répondu avec une émotion que je n'ai pu dissimuler. Hortense a touché le bras de Théo de manière possessive et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille que je n'ai pas pu entendre. Il a acquiescé et m'a regardé à nouveau. « Maman, peut-être as-tu besoin de temps pour mieux réfléchir à la situation. Et si tu allais passer quelques jours chez tante Roxane maintenant, juste pour essayer? Je suis sûre que tu apprécieras sa compagnie. »
La suggestion sonnait plus comme un ordre déguisé que comme une demande. J'ai regardé mon fils et j'ai vu un étranger que je ne reconnaissais pas. Quelqu'un capable de manipuler et de faire chanter sa propre mère pour obtenir ce qu'il voulait. Je ne vais nulle part, ai-je dit avec une détermination qui m'a surprise moi-même. Les jours suivants se sont transformés en une guerre silencieuse. Théo et Hortense ont commencé à me traiter avec une froideur calculée, créant une atmosphère si inconfortable que je me demandais s'il ne serait pas plus facile de céder à leurs demandes. Ils partaient le matin sans me prévenir, rentraient tard le soir en faisant délibérément du bruit et laissaient la maison en désordre comme si c'était ma responsabilité de tout nettoyer. Hortense a commencé à réorganiser les meubles et la décoration sans demander, comme si elle marquait son territoire. J'ai trouvé mes plantes déplacées sur le balcon, mes livres réorganisés sur les étagères, et même mes épices dans la cuisine ont été remplacées par les siennes. Théo, quant à lui, s'est mis à me traiter avec une indifférence cruelle, qui faisait plus mal que n'importe quelle discussion ouverte. Quand j'essayais de lui parler, il répondait par monosyllabes ou ignorait simplement mes tentatives de dialogue. C'est alors que j'ai pris une décision qui changerait tout. J'ai appelé un avocat qu'une amie m'avait recommandé et j'ai pris rendez-vous pour clarifier mes droits en tant que propriétaire de l'appartement. Maître Ivan Santos m'a expliqué en détail que, étant l'unique propriétaire du bien, j'avais tout à fait le droit de déterminer qui pouvait y résider ou non. Madame Ondine, si quelqu'un vit dans votre propriété sans votre consentement ou refuse de partir quand on le lui demande, cela peut constituer une violation de propriété. Vous avez le droit de récupérer la possession de votre bien, a expliqué l'avocat clairement. Je suis sorti de son bureau avec un étrange sentiment de soulagement et de détermination. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que j'avais un certain contrôle sur la situation. Ce soir-là, j'ai essayé une fois de plus de parler avec Théo. J'ai attendu qu'il rentre du travail et je l'ai appelé pour une conversation dans le salon, loin de Hortense. Théo, il faut que tu comprennes que cette situation ne peut pas continuer ainsi, ai-je commencé en essayant de garder un ton conciliant. Il s'est assis dans le fauteuil avec une expression ennuyée, comme si m'écouter était une perte de temps. « Maman, on en a déjà parlé plusieurs fois. Notre proposition reste la même. » J'ai respiré profondément avant de continuer. « Mon fils, j'ai consulté un avocat aujourd'hui. Il m'a expliqué que j'ai le droit légal de décider qui habite dans ma propriété. » L'expression de Théo a changé instantanément, prenant une dureté qui m'a effrayé. « Tu es allé voir un avocat contre ton propre fils ?» La façon dont il l'a dit, comme si j'étais la méchante de l'histoire, m'a fait réaliser à quel point notre relation était devenue déformée. « Théo, j'ai cherché des conseils juridiques parce que vous ne respectez pas ma position de propriétaire de cette maison. » Théo s'est levé brusquement du fauteuil. « Je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là, maman. Tu es prête à utiliser la loi contre moi à cause d'une situation temporaire. » Encore ce mot maudit, temporaire. Théo, cela fait déjà 3 mois que Hortense est arrivée ici pour rester quelques jours. Vous me demandez de quitter ma maison pour que vous puissiez vous y installer. Ce n'est pas temporaire, c'est une prise de pouvoir. Hortense est apparue dans le salon à ce moment-là, ayant clairement entendu notre conversation. Ondine, je n'arrive pas à croire que tu me laisses de faire appel à des avocats contre nous. Après tout ce qu'on a fait pour maintenir l'harmonie dans cette maison, cette inversion de la réalité m'a laissé sans voix pendant quelques secondes. Hortense, vous avez créé une ambiance hostile ici. Vous me traitez comme une intruse dans ma propre maison. Et maintenant vous m'accusez de briser l'harmonie? Théo s'est positionné à nouveau aux côtés de Hortense. Et j'ai vu qu'il avait pris sa décision finale. Maman, si c'est comme ça que tu veux régler les choses, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Ils sont sortis ensemble du salon, me laissant seule avec la certitude que j'avais perdu mon fils à cause d'une femme qui avait réussi à le manipuler contre sa propre mère. Cette nuit-là, j'ai pleuré pour la première fois depuis longtemps, pas seulement à cause de la situation elle-même, mais à cause de la personne que Théo était devenu. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps.
Durant la nuit, après avoir beaucoup réfléchi à la conversation avec l'avocat et à la réaction de Théo, j'ai pris une décision que je savais nécessaire, même si douloureuse. Je ne pouvais plus vivre comme une étrangère dans ma propre maison, marchant sur la pointe des pieds pour ne pas déranger un couple qui avait décidé de m'expulser de chez moi. J'ai préparé mon petit déjeuner en silence, observant par la fenêtre de la cuisine l'animation matinale de la rue. Les gens passaient pressés, chacun avec ses problèmes et ses défis. Et je me suis demandé combien d'entre eux avaient déjà vécu une situation similaire à la mienne. Combien de mères s'étaient retrouvées dans la position de devoir se battre pour leurs propres droits contre les enfants qu'elles avaient élevés avec tant d'amour et de dévouement. Théo est apparu dans la cuisine vers 8 heures, portant le costume que je lui avais acheté l'année précédente quand il avait obtenu sa promotion au travail. Il m'a salué d'un signe de tête, sans me regarder directement, et a commencé à préparer son petit déjeuner café avec des gestes mécaniques. « Théo, il faut qu'on parle », ai-je dit en essayant de garder un ton calme et conciliant. Il a arrêté de remuer le sucre dans son petit déjeuner café et s'est tourné vers moi avec une expression fatiguée. « Maman, si c'est pour revenir sur le sujet d'hier, je n'ai plus rien à ajouter. Notre position est claire. » La façon dont il a dit « notre position » m'a fait réaliser que Théo ne se voyait plus comme mon fils, mais comme faisant partie d'une unité avec Hortense qui prenait des décisions ensemble contre moi. « Mon fils, je ne veux pas me disputer avec toi. Je veux juste que tu comprennes que cette situation me fait beaucoup de mal. » Théo a soupiré profondément et s'est appuyé contre le comptoir de la cuisine. « Maman, tu compliques quelque chose qui pourrait être très simple. Tante Roxane a cette grande maison. Elle adorerait avoir ta compagnie. Et nous pourrions nous organiser ici sans créer tout ce drame. » Encore le mot « drame », comme si mes sentiments et ma résistance à quitter ma propre maison n'étaient qu'un caprice irrationnel. « Théo, t'es-tu déjà demandé comment je me sens quand je suis traité comme un obstacle dans ma propre maison ?» Il a pris une gorgée de petit déjeuner café et m'a regardé avec une expression qui mêlait impatience et ce qui m'a semblé être de la pitié. « Maman, parfois dans la vie il faut faire des concessions. Quand j'étais enfant, tu m'as appris que la famille s'entraide, qu'on fait des sacrifices les uns pour les autres. Maintenant que j'ai besoin de ton soutien, tu refuses de m'aider. » Cette inversion de la situation m'a momentanément laissé sans voix. Comment Théo pouvait-il transformer ma résistance à être expulsé de ma maison en un manque de soutien familial? Mon fils, je t'ai toujours soutenu en tout. J'ai travaillé 2 emplois pendant des années pour te donner une bonne éducation. Je ne t'ai jamais refusé mon aide quand tu en avais besoin. Mais je ne peux pas accepter d'être traité comme une nuisance dans ma propre maison. Hortense est apparue dans la cuisine, à ce moment-là, portant une de mes robes sans avoir demandé la permission. Elle s'est approchée de Théo et a touché son bras de manière possessive, comme elle le faisait toujours pour marquer son territoire. « Bonjour, Ondine », a-t-elle dit avec ce faux sourire que j'avais appris à reconnaître. « Je vous ai entendu discuter. J'espère que vous avez réfléchi à notre suggestion. » La façon dont elle a dit « notre suggestion », comme si c'était une décision prise conjointement par des personnes d'égal statut, m'a profondément irritée. « Hortense, il n'y a eu aucune suggestion. Vous me demandez de quitter ma maison pour que vous puissiez vous y installer. » Elle a échangé un regard avec Théo avant de répondre. « Ondine, vous dramatisez la situation. Personne ne vous demande de partir définitivement. C'est juste une période d'adaptation pour que nous puissions tous trouver la meilleure solution. » Théo a acquiescé, soutenant sa petite amie. « Exactement, maman. Tu transformes une situation temporaire en un problème beaucoup plus important qu'il ne devrait l'être. » J'ai regardé les deux et j'ai réalisé qu'ils avaient créé un récit dans lequel j'étais la personne irrationnelle qui refusait de collaborer à une solution harmonieuse. Ils avaient réussi à déformer la réalité de telle sorte que ma résistance à être expulsée de ma maison était devenue de l'égoïsme et un manque d'esprit familial. Temporaire, pour combien de temps? Ai-je demandé en regardant directement Théo. Lui et Hortense ont échangé un autre regard avant qu'il ne réponde. Quelques mois, peut-être. Le temps nécessaire pour nous installer correctement et ensuite discuter d'une solution définitive.
Le vague de sa réponse m'a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Ils n'avaient aucune intention que je revienne à la maison. Leur plan était de me convaincre de partir temporairement et ensuite de trouver des excuses pour que cette situation devienne permanente. Et si je refuse de partir, ai-je demandé en testant leur réaction. Théo a durci son expression et a croisé les bras. « Maman, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Ce serait très triste si notre relation familiale se détériorait à cause d'une question qui pourrait être résolue avec de la bonne volonté des deux côtés. » La menace implicite était claire. Si je ne cédais pas à leurs exigences, ils considéreraient que je nuisais à la relation familiale. Encore une fois, je serais la coupable de toute détérioration de notre relation. Cet après-midi-là, après que Théo soit parti au travail et que Hortense soit allée voir une amie, j'ai appelé ma belle-sœur Roxane. J'avais besoin de parler à quelqu'un de la famille qui pourrait me donner une perspective différente sur la situation. « Ondine, ça fait plaisir d'entendre ta voix », a dit Roxane avec cette affection sincère qu'elle montrait toujours. « Comment vont les choses ?» Je lui ai raconté toute la situation depuis l'arrivée de Hortense jusqu'à la proposition de Théo que j'aille vivre chez elle temporairement. Roxane m'a écouté en silence, n'interrompant que pour poser quelques questions précises. « Ondine, tu es sûre que c'est bien ce qu'il propose? Que tu quittes ta maison pour qu'il s'y installe ?» a demandé Roxane d'un ton incrédule. J'ai confirmé tous les détails, y compris la façon dont ils avaient créé une ambiance hostile pour me pousser à accepter la proposition. Roxane est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Ondine, je serais très heureuse de t'avoir chez moi, tu le sais. Depuis que Rémi est mort, cette maison est très silencieuse. Mais je ne peux pas accepter que tu viennes ici parce que ton fils te chasse de ta propre maison. C'est absurde. » L'indignation dans la voix de Roxane m'a apporté un immense soulagement. Enfin, quelqu'un de la famille validait mes sentiments et reconnaissait l'absurdité de la situation. « Roxane, je ne sais plus quoi faire. Théo n'arrive pas à voir ce qu'il fait. » Roxane a soupiré à l'autre bout du fil. « Ondine, tu dois te positionner fermement. Si tu cèdes maintenant, ils penseront qu'ils peuvent prendre n'importe quelle décision sur ta vie. Et autre chose, si Théo veut vraiment vivre avec sa petite amie, qu'il cherche son propre appartement comme n'importe quel adulte responsable. » Après la conversation avec Roxane, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas eue depuis des semaines. Elle avait raison. Si je cédais maintenant, j'établirais un précédent dangereux qui pourrait affecter toute ma relation future avec Théo et Hortense. Quand Théo est rentré du travail ce soir-là, je l'attendais dans le salon. J'avais préparé mentalement ce que j'allais dire, choisissant soigneusement les mots pour tenter une dernière approche conciliatrice avant de prendre des mesures plus drastiques. « Théo, j'ai parlé à tante Roxane aujourd'hui. » ai-je commencé quand il s'est assis dans le fauteuil. Ses yeux ont brillé d'une expectative qui m'a attristé. « Alors maman, elle était contente à l'idée de t'avoir avec elle. » J'ai respiré profondément avant de continuer. Roxane serait heureuse de m'accueillir, mais elle trouve aussi absurde l'idée que je doive quitter ma maison pour que vous puissiez vous y installer. L'expression de Théo changea instantanément, prenant cette dureté que j'avais appris à craindre. « Maman, tante Roxane ne comprend pas notre situation. Elle ne vit pas ici. Elle ne voit pas les difficultés pratiques auxquelles nous sommes confrontés. » Hortense apparut dans le salon à ce moment-là, comme si elle avait écouté notre conversation depuis le couloir. « Ondine, peut-être qu'il vaudrait mieux que vous parliez personnellement avec Roxane. Parfois au téléphone, les gens n'arrivent pas à transmettre correctement leurs sentiments. » Sa suggestion sonnait comme un ordre déguisé, et je compris qu'ils étaient déterminés à me convaincre de quitter la maison à tout prix. « Hortense, je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit que j'ai le droit de rester dans ma propre maison. » Théo se leva brusquement de son fauteuil. « Maman, tu es impossible. Nous essayons de trouver une solution qui convienne à tout le monde, et tu ne sais dire que non. » L'accusation me frappa comme un coup dans l'estomac. « Théo, la seule solution que vous proposez, c'est que je quitte ma maison. Où est-ce la solution qui fonctionne pour moi ?» Hortense s'approcha de Théo et toucha son bras,
comme elle le faisait toujours quand elle voulait montrer qu'ils étaient unis contre moi. Ondine, parfois nous devons faire des sacrifices pour nos enfants. Théo a besoin de votre compréhension à ce moment de sa vie. Sa façon de parler, comme si elle était la porte-parole officielle des besoins de Théo, me fit réaliser que j'avais complètement perdu mon fils à cause de cette femme manipulatrice. Hortense, j'ai fait des sacrifices pour Théo toute sa vie. J'ai travaillé 2 emplois pour garder cette maison et lui donner une bonne éducation. Mais je ne serai pas expulsée de ma propre maison. Théo me regarda avec une expression de déception qui me brisa le cœur. « Maman, je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là. J'ai toujours pensé que je pourrais compter sur ton soutien quand j'en aurais besoin. » À ce moment-là, j'ai réalisé que toute tentative de dialogue rationnel était devenue impossible. Théo et Hortense avaient créé une réalité alternative dans laquelle j'étais la méchante qui refusait de soutenir son fils. Et rien de ce que je pourrais dire ne changerait cette perception déformée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une sensation d'épuisement qui semblait s'être installée dans mes os. La conversation de la veille avait clairement montré que Théo et Hortense n'avaient aucune intention de reconsidérer leur position. Ils avaient créé un récit dans lequel j'étais la personne irrationnelle, et toute résistance de ma part serait interprétée comme un manque d'amour maternel ou de l'égoïsme. J'ai préparé mon petit déjeuner café en silence, observant par la fenêtre de la cuisine les gens qui passaient dans la rue. Chacun d'eux avait sa propre histoire, ses propres défis, et je me suis demandé combien avaient déjà affronté des situations similaires à la mienne. Combien de mères s'étaient retrouvées dans la position de devoir défendre leurs droits, de rester dans leur propre maison contre la pression de leurs enfants. Théo est apparu dans la cuisine vers 7h30, portant une chemise bleue que je lui avais achetée l'année précédente. Il m'a salué d'un hochement de tête sec et a commencé à préparer son petit déjeuner café avec des mouvements mécaniques, évitant tout contact visuel. « Bonjour mon fils », ai-je dit en essayant de garder un ton normal comme si notre discussion de la veille n'avait pas eu lieu. Il a à peine murmuré un « bonjour » presque inaudible et a continué à remuer le sucre dans son petit déjeuner café avec plus de force que nécessaire. La tension dans l'air était si dense qu'elle semblait palpable. Hortense est apparue dans la cuisine quelques minutes plus tard, portant un de mes chemisiers sans permission, comme c'était devenu son habitude. Elle s'est approchée de Théo et a touché son épaule de manière possessive, me lançant un regard qui mélangeait fausse sympathie et triomphe mal dissimulé. « Bonjour, Ondine », a-t-elle dit avec ce sourire artificiel que j'avais appris à détester. « J'espère que vous avez bien dormi et repensé à notre conversation d'hier. » La façon dont elle a dit notre conversation, comme s'il s'était agi d'une discussion entre égaux sur un sujet d'intérêt commun, m'a profondément irritée. Hortense, il n'y avait pas grand-chose à repenser. Ma position reste la même. Théo m'a finalement regardé, et j'ai vu dans ses yeux une dureté qui m'a glacé le sang. C'était comme si je regardais un étranger qui avait par hasard le visage de mon fils. « Maman, tu rends cette situation beaucoup plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. » J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme. « Théo, je ne complique rien du tout. C'est vous qui me demandez de quitter ma propre maison. » Hortense a échangé un regard significatif avec Théo avant de répondre. « Ondine, peut-être avez-vous besoin de plus de temps pour digérer tout cela. Et si tu allais passer quelques jours chez Roxane, juste pour prendre du recul par rapport à cette tension et réfléchir plus clairement. » La suggestion sonnait comme un ordre déguisé, et j'ai compris qu'ils étaient déterminés à me convaincre de partir, même progressivement. « Hortense, je n'ai pas besoin de quitter ma maison pour réfléchir clairement. Mon esprit est parfaitement lucide. » Théo posa sa tasse de petit déjeuner café dans l'évier avec un bruit sec et se tourna vers moi avec une expression d'impatience. « Maman, Hortense essaie d'aider. Pourquoi ne peux-tu pas accepter une suggestion constructive ?» La façon dont il défendait sa petite amie contre moi, sa propre mère, me causa une douleur physique dans la poitrine. « Théo, où est la suggestion constructive dans le fait de me faire quitter ma maison ?» Hortense se rapprocha de Théo, comme elle le faisait toujours pour montrer
qu'ils étaient uniques contre moi. Ondine, personne ne vous mette dehors. Nous suggérons une pause temporaire pour que nous puissions tous trouver la meilleure solution à cette situation. Le mot temporaire sonnait faux dans sa bouche et je savais qu'il n'avait aucune intention que ce soit vraiment temporaire. Et combien de temps durerait cette pause temporaire? Théo hésita avant de répondre, échangeant un autre regard avec Hortense. Quelques mois peut-être, le temps nécessaire pour nous organiser correctement ici. Le vague de la réponse confirma mes soupçons. Il voulait que je parte sans date de retour définie, les laissant libres de s'installer définitivement dans ma maison. Et après ces quelques mois, que se passe-t-il? Hortense répondit avant que Théo ne puisse parler. Après, nous discuterons de la meilleure solution pour tous. Peut-être découvrirez-vous que vous aimez vivre avec Roxane, ou peut-être trouverons-nous un moyen de tous cohabiter harmonieusement ici. La façon dont elle parlait de mon avenir, comme si c'était quelque chose qu'ils allaient en décider pour moi, me remplit d'une colère que je luttais pour contrôler. Hortense, vous n'avez pas le droit de décider de ma vie ou de ma maison. Théo soupira profondément et regarda sa montre. Maman, je dois aller travailler. Quand je rentrerai ce soir, j'espère que tu auras mieux réfléchi à tout cela. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette hostilité. L'accusation implicite que j'étais responsable du climat hostile me laissa momentanément sans voix. Comment pouvait-il déformer la réalité, au point que ma résistance à être expulsée de ma maison devienne la cause des problèmes familiaux? Après que Théo soit parti travailler, Hortense resta dans la cuisine attendant apparemment que je parte pour qu'elle puisse se sentir à l'aise dans la maison. Mais je n'avais pas l'intention de lui faciliter les choses. « Hortense, il faut que vous compreniez une chose, » dis-je en la regardant droit dans les yeux. « C'est ma maison. J'ai travaillé pendant des années pour l'acheter et l'entretenir. Je ne partirai pas pour que vous vous y installiez. » Elle me regarda avec une expression mêlant surprise et irritation, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois si directe. « Ondine, vous êtes très égoïste. Théo est votre fils, et il a besoin de votre soutien dans ce moment important de sa vie. » Ce retournement de situation m'indigna. « Égoïste? C'est moi qui suis égoïste parce que je ne veux pas être expulsée de ma propre maison. » Hortense croisa les bras et adopta une posture défensive. « Personne ne vous expulse, Ondine. Nous essayons de trouver une solution qui fonctionne pour tous, mais vous ne savez que dire non à tout. » Je compris qu'elle avait répété cette conversation, probablement avec Théo, et avait des réponses préparées pour tous mes arguments. « Hortense, la seule solution que vous proposez est que je parte d'ici. Où est la solution qui fonctionne pour moi? » Elle me regarda avec une expression condescendante qui me fit sentir comme une enfant têtue. Ondine, parfois dans la vie, nous devons faire des concessions pour nos enfants. C'est ce que font les mères. La façon dont elle me donnait des leçons sur la maternité, alors qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, me remplit d'une indignation que je ne pouvais plus contrôler. « Hortense, vous n'avez pas d'enfant. Ne venez pas me donner des leçons sur ce que font les mères. » Son expression changea instantanément, prenant une dureté qu'elle montrait rarement en présence de Théo. « Ondine, vous êtes très grossière. J'essaie de construire une relation harmonieuse avec vous, mais vous ne montrez que de l'hostilité. » Encore une fois, l'inversion. J'étais grossière et hostile parce que je défendais mon droit de rester dans ma maison. Hortense, je ne montre pas d'hostilité. Je refuse simplement d'accepter d'être traitée comme un obstacle dans ma propre maison. Elle s'approcha de moi avec un faux sourire qui ne parvenait pas à cacher la colère dans ses yeux. « Ondine, peut-être devez-vous accepter que les choses ont changé. Théo n'est plus un enfant qui a besoin de votre protection constante. C'est un homme adulte qui a le droit de faire ses propres choix. » La façon dont elle parlait de Théo, comme si j'étais une mère surprotectrice incapable d'accepter l'indépendance de son fils, m'a montré comment elle avait déformé notre situation dans son esprit. « Hortense, je n'ai jamais empêché Théo de faire ses choix, mais il n'a pas le droit de me chasser de ma maison pour t'accommoder. » Elle a ri d'une manière qui semblait cruelle. « Chasser? Ondine, vous dramatisez la situation. Théo vous demande simplement de lui laisser de l'espace pour qu'il puisse construire sa vie d'adulte.
J'ai compris à ce moment-là que toute tentative de dialogue rationnel avec Hortense était inutile. Elle s'était créée une narration dans laquelle elle et Théo étaient les victimes d'une mère possessive et égoïste, et rien de ce que je pourrais dire ne changerait cette perception déformée. Cet après-midi-là, après que Hortense soit partie retrouver une amie, j'ai rappelé Roxane. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui pourrait m'aider à voir la situation plus clairement. « Ondine, comment vont les choses là-bas ?» a demandé Roxane avec cette inquiétude sincère qu'elle manifestait toujours. Je lui ai raconté la conversation du matin, y compris la pression renouvelée pour que j'aille vivre chez elle, temporairement. Roxane m'a écouté en silence, m'interrompant uniquement pour poser quelques questions précises. « Ondine, il pense vraiment que vous allez accepter de quitter votre maison sans date de retour ?» a demandé Roxane d'un ton incrédule. J'ai confirmé que c'était exactement ce qu'ils attendaient et j'ai expliqué comment ils avaient créé une narration dans laquelle j'étais la personne irrationnelle qui refusait de soutenir son fils. Roxane est restée silencieuse quelques secondes avant de répondre. « Ondine, vous devez prendre une décision définitive à ce sujet. Si vous continuez à les laisser vous mettre la pression, ils finiront par obtenir ce qu'ils veulent. » La fermeté dans la voix de Roxane m'a donné le courage dont j'avais besoin pour prendre une décision que j'évitais. « Roxane, je pense qu'il est temps de chercher une aide juridique. Je ne peux plus gérer cette situation seule. » Roxane a immédiatement approuvé. « Ondine, vous avez raison. Consultez un avocat dès demain. Vous avez des droits et ils doivent être respectés. » Quand Théo est rentré du travail ce soir-là, je l'attendais dans le salon. J'avais pris une décision dans la journée et je devais la lui communiquer avant de perdre mon courage. « Théo, il faut qu'on parle », ai-je dit quand il s'est assis dans le fauteuil. Il m'a regardé avec une expression fatiguée. « Maman, j'espère que tu as repensé à notre conversation de ce matin. » J'ai respiré profondément avant de continuer. « Théo, j'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui et je suis arrivée à une conclusion. Je ne quitterai pas cette maison. C'est ma maison et j'ai le droit d'y rester. » Son expression a instantanément changé, prenant cette dureté que j'avais appris à craindre. « Maman, tu es impossible. Tu ne peux pas faire un sacrifice pour ton propre fils. » Hortense est apparue dans le salon à ce moment-là, comme elle le faisait toujours quand elle sentait de la tension dans l'air. Elle s'est approchée de Théo et a touché son bras, montrant son soutien silencieux. « Théo, j'ai fait des sacrifices pour toi toute ta vie. J'ai travaillé 2 emplois pour garder cette maison et te donner une bonne éducation. Mais je ne serai pas chassée de ma propre maison, » ai-je dit en essayant de garder une voix ferme. Hortense m'a regardé avec une expression de désapprobation. « Ondine, vous êtes très égoïste. N'importe quelle mère qui aime vraiment son fils ferait ce sacrifice. » L'accusation que je n'aimais pas vraiment mon fils m'a frappé comme un coup dans l'estomac. Hortense, ne remet pas en question mon amour pour Théo. J'aime mon fils, mais je ne vous laisserai pas me chasser de ma maison. Théo s'est levé brusquement du fauteuil. Maman, si tu ne peux pas nous soutenir en ce moment, peut-être qu'il vaut mieux que tu ailles vivre chez tante Roxane. Au moins là-bas, tu seras loin de ta maison, qui est plus importante pour toi que le bonheur de ton fils. Ces mots m'ont coupé comme des lames, mais m'ont aussi fait réaliser que j'avais complètement perdu mon fils au profit d'une femme qui avait réussi à le manipuler contre moi. Je suis restée immobile dans le salon pendant quelques minutes après que Théo et Hortense soient montés dans la chambre, sentant le poids des mots de mon fils résonner dans mon esprit. L'accusation que je valorisais plus la maison que son bonheur m'avait profondément touchée, non parce que c'était vrai, mais parce que cela montrait à quel point Hortense avait réussi à déformer sa perception de la réalité. Je me suis approchée de la fenêtre et j'ai observé la rue silencieuse, éclairée par les lampadaires qui clignotaient par intermittence. C'était une froide nuit de juillet et je me demandais comment j'en étais arrivée là. 2 mois plus tôt, ma vie était organisée et tranquille. Maintenant, je me retrouvais à lutter pour rester dans ma propre maison contre la pression de mon fils unique. Je suis montée dans ma chambre en essayant de ne pas faire de bruit, mais je pouvais entendre Théo et Hortense parler à voix basse dans sa chambre. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le ton
était clairement celui de la conspiration. Ils étaient en train de planifier leur prochaine stratégie pour me convaincre de partir, et cette certitude m'a rempli d'une profonde tristesse. Allongé dans mon lit, sans pouvoir dormir, je repassais mentalement tous les moments qui m'avaient mené à cette situation. Je me souvenais de quand Théo était petit et courait dans mes bras chaque fois qu'il se blessait ou avait peur. Où était ce garçon qui me voyait comme sa protectrice et sa confidente? Hortense avait complètement effacé l'enfant affectueux qu'il avait été. Le lendemain matin, Théo est parti au travail sans se dire au revoir, laissant seulement le bruit de la porte qui claque pour marquer son départ. Hortense est apparue dans la cuisine 1 heure plus tard, portant une autre de mes robes sans permission. Elle s'est servie un petit déjeuner café et s'est assise à table comme si elle était la maîtresse de maison. « Ondine, j'espère que tu as bien dormi et repensé à notre conversation d'hier, » a dit Hortense avec ce ton condescendant que j'avais appris à détester. Je l'ai regardée par-dessus ma tasse de petit déjeuner café. « Hortense, il n'y a rien à repenser. Ma position reste la même. » Elle a soupiré théâtralement et secoué la tête. « Ondine, tu rends cette situation beaucoup plus difficile qu'elle ne devrait l'être. » Théo était très contrarié hier soir après notre conversation. La façon dont elle parlait de mon fils, comme si c'était elle qui le connaissait le mieux, m'a profondément irritée. « Hortense, Théo est mon fils depuis 32 ans. Je sais quand il est contrarié. » Elle m'a regardée avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ondine, parfois les personnes trop proches d'une situation ne peuvent pas la voir clairement. Théo a besoin du soutien de sa mère dans ce moment important de sa vie. » Encore une fois, le renversement de la réalité. « Hortense, j'ai toujours soutenu Théo. Mais soutenir ne signifie pas accepter d'être expulsée de ma maison. » Elle s'est levée de table et s'est approchée de moi avec une expression de fausse inquiétude. « Ondine, as-tu pensé que c'est peut-être le moment d'avoir ta propre vie? Roxane dit toujours qu'elle s'ennuie de ta compagnie. Vous pourriez bien vous amuser en vivant ensemble. » La suggestion a sonné comme une condamnation à mort sociale. « Hortense, j'ai ma vie ici, dans cette maison que j'ai construite, avec mon travail. » Elle essaie de retourner à la table et m'a regardée avec une expression calculatrice. « Ondine, Théo m'a raconté que tu as beaucoup travaillé pour avoir cette maison. Ça a dû être difficile d'élever un enfant seul, tout en gardant toutes les responsabilités financières. » Pour la première fois, j'ai pensé qu'elle avait enfin compris ma position. Oui, c'était très difficile, j'ai travaillé à 2 emplois pendant des années pour pouvoir acheter cet appartement. Hortense a hoché la tête, prenant une expression compréhensive. « C'est exactement pour ça, Ondine, que tu mérites de te reposer maintenant. Laisse Théo assumer les responsabilités de la maison. Tu as fait ta part. » J'ai alors compris qu'elle avait utilisé mon histoire de sacrifice pour justifier mon départ. « Hortense, je ne veux pas me reposer. Je veux continuer à vivre dans ma maison. » Le masque de compréhension est instantanément tombé de son visage. « Ondine, tu es très égoïste. N'importe quelle mère serait heureuse de voir son fils prendre ses responsabilités et construire sa propre famille. » L'accusation d'égoïsme m'a frappé à nouveau, mais cette fois, j'étais préparée. « Hortense, Théo peut prendre ses responsabilités en achetant sa propre maison. Il n'a pas besoin de prendre la mienne. » Elle m'a regardée avec une expression de surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je sois si directe. « Ondine, Théo n'a pas les moyens d'acheter une maison maintenant, tu le sais. » Nous arrivions enfin au cœur du problème. « Alors, vous pensez avoir le droit de prendre la mienne parce que vous ne pouvez pas en acheter une ?» Hortense s'est brusquement levée de table, renversant sa tasse de petit déjeuner café au passage. « Ondine, tu déformes complètement la situation. Personne ne veut rien te prendre. » J'ai regardé le petit déjeuner café renversé sur la table, puis elle. « Hortense, vous voulez que je quitte ma maison pour vous y installer. En quoi ce n'est pas prendre ?» Elle a commencé à nettoyer le petit déjeuner café renversé avec des mouvements nerveux. « Ondine, tu dramatises. Nous parlons d'un déménagement temporaire pour que tout le monde puisse s'adapter à la nouvelle situation familiale. » Le mot « temporaire » sonnait faux une fois de plus. « Hortense, pour combien de temps exactement serait ce déménagement temporaire ?»
Elle a évité mon regard tout en finissant de nettoyer la table. Le temps nécessaire pour trouver la meilleure solution pour tous. Le vague de la réponse a confirmé mes soupçons. Hortense, vous n'avez aucune intention que ce soit temporaire. Vous voulez que je parte pour ne jamais revenir. Elle m'a finalement regardé avec une expression mêlant colère et frustration. Ondine, tu es paranoïaque. Pourquoi ferions-nous ça? J'ai pris une profonde respiration avant de répondre. Parce que vous voulez vivre ici sans payer de loyer ni de crédit. Et ma présence vous empêche de vous sentir comme les vrais propriétaires de la maison. Hortense m'a regardé avec une expression de choc, comme si j'avais révélé un secret qu'elle pensait bien garder. Ondine, c'est une accusation très grave. Je me suis levée de table et je l'ai regardée droit dans les yeux. Hortense, c'est simplement la vérité. Vous voulez ma maison, mais vous ne voulez pas assumer les coûts ou les responsabilités qui vont avec. Elle a croisé les bras et pris une posture défensive. Ondine, tu es très injuste. Théo est ton fils et il a le droit d'attendre le soutien de sa mère. Encore de la manipulation émotionnelle. Hortense, Théo a toujours eu mon soutien, mais le soutien n'inclut pas de lui donner ma maison. À ce moment-là, le téléphone a sonné, interrompant notre discussion. C'était Roxane qui avait promis d'appeler pour prendre de mes nouvelles. « Ondine, comment vas-tu » a demandé Roxane avec cette inquiétude sincère qui la caractérisait. J'ai regardé Hortense qui feignait d'être occupée à ranger la cuisine, mais essayait clairement d'écouter ma conversation. « Roxane, les choses deviennent de plus en plus difficiles ici. » Je lui ai raconté la conversation de la veille et la discussion matinale avec Hortense. Roxane m'a écouté en silence, m'interrompant uniquement pour poser quelques questions précises sur les menaces et les pressions que je subissais. « Ondine, tu ne peux pas continuer à vivre sous cette pression constante. Il est temps de prendre une décision définitive, » a dit Roxane avec fermeté. J'étais d'accord avec elle, sentant qu'il était enfin temps d'arrêter d'essayer de résoudre la situation uniquement par le dialogue. « Roxane, je pense que tu as raison. J'ai besoin d'aide professionnelle. » Hortense m'a regardée avec une expression d'alarme quand elle a entendu le mot « professionnel ». Elle ne s'attendait visiblement pas à ce que j'envisage de chercher de l'aide externe pour résoudre notre situation. « Ondine, je connais un excellent avocat qui peut te conseiller sur tes droits. Je peux l'appeler aujourd'hui même et prendre rendez-vous, » a proposé Roxane. J'ai accepté l'offre immédiatement, ressentant un soulagement que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines. Enfin, quelqu'un pourrait m'aider à comprendre légalement ma position et me guider sur la marche à suivre. Après avoir raccroché, Hortense s'est approchée de moi avec une expression inquiète. « Ondine, j'espère que tu ne penses pas compliquer cette situation familiale avec des questions juridiques. » L'inquiétude dans sa voix m'a montré qu'elle savait parfaitement qu'il n'avait aucun droit légal sur ma maison. « Hortense, je veux juste comprendre mes droits. » Elle m'a regardée avec une expression mêlant peur et colère. « Ondine, Théo sera très blessé s'il apprend que tu as consulté un avocat à cause de cette situation. » La menace implicite que je perdrais définitivement mon fils m'a touchée, mais cette fois j'étais préparée. « Hortense, Théo est déjà blessé parce que je refuse de quitter ma maison. Je n'ai plus rien à perdre. » Elle laissait rester silencieuse, quelques secondes réfléchissant clairement aux implications de ma décision. « Ondine, tu es sûre de vouloir porter cette situation familiale sur le plan juridique ?» La façon dont elle a souligné situation familiale m'a montré qu'elle essayait de me faire culpabiliser de chercher une protection légale. « Hortense, quand vous avez décidé de faire pression pour que je quitte ma maison, vous avez transformé une situation familiale en une question de droit. » Cet après-midi-là, Roxane a appelé pour m'informer qu'elle avait réussi à prendre rendez-vous avec l'avocat pour le lendemain. Elle m'a expliqué qu'il était spécialiste en droit immobilier et familial et qu'il pourrait me conseiller sur toutes les questions liées à ma situation. Quand Théo est rentré du travail, Hortense s'est précipitée pour l'accueillir à la porte, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, avant même qu'il n'enlève ses chaussures. J'ai observé la scène depuis le salon, remarquant comme elle prenait toujours les devants pour contrôler les informations qu'il recevait.
Théo est entré dans le salon avec une expression sombre et s'est assis dans le fauteuil sans me saluer. Hortense s'est positionnée derrière lui, les mains posées sur ses épaules, dans une claire démonstration de soutien et d'union contre moi. « Maman, Hortense m'a dit que tu as appelé un avocat », a dit Théo d'un ton accusateur qui m'a glacé le sang. J'ai respiré profondément avant de répondre. « Théo, j'ai pris rendez-vous pour comprendre mes droits. Je pense qu'il est temps d'éclaircir légalement cette situation. » Il m'a regardé avec une expression de profonde déception. « Maman, tu penses vraiment qu'il est nécessaire d'impliquer des avocats dans une affaire de famille ?» La question sonnait comme une accusation, et j'ai réalisé que Hortense avait réussi à le convaincre que j'allais trop loin. « Théo, quand vous m'avez demandé de quitter ma maison, vous avez transformé cela en une question qui va au-delà du familial. » Hortense a serré les épaules de Théo et m'a regardé avec une expression de fausse tristesse. « Ondine, nous espérions pouvoir résoudre cela en famille, avec amour et compréhension. » L'hypocrisie de cette déclaration m'a indignée. « Hortense, l'amour et la compréhension n'incluent pas de forcer quelqu'un à quitter sa propre maison. » Théo s'est levé brusquement de son fauteuil. « Maman, si tu penses avoir besoin d'un avocat pour traiter avec nous, peut-être qu'il serait effectivement préférable que tu cherches un autre endroit où habiter. » Ces paroles m'ont frappé comme un coup de poing, mais elles m'ont aussi fait réaliser que toute hésitation que j'aurais pu avoir concernant la recherche d'une aide juridique avait complètement disparu. Ce soir-là, allongé dans mon lit, l'esprit agité, je repensais aux dures paroles que Théo m'avait adressées. Son regard, lorsqu'il avait suggéré que je cherche un autre endroit où vivre, me hantait. C'était comme regarder un étranger, pas le fils que j'avais élevé avec tant d'amour et de dévouement. Hortense l'avait complètement transformé, et je devais accepter cette douloureuse réalité. Le lendemain matin, je me suis levée avec une détermination renouvelée. Le rendez-vous avec l'avocat était fixé à 10 heures, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que je reprenais le contrôle de la situation. Théo était parti tôt ou au travail sans dire au revoir, et Hortense dormait encore quand j'ai quitté la maison. Le cabinet de maître Ivan Carvalho se trouvait au centre-ville, dans un immeuble ancien mais bien entretenu. Roxane m'avait accompagnée, m'offrant le soutien émotionnel dont j'avais tant besoin à ce moment-là. Quand nous sommes entrés dans le bureau de l'avocat, j'ai été reçu par un homme d'environ 60 ans, aux cheveux gris et à l'expression sérieuse mais bienveillante. « Madame Ondine, d'après ce que votre belle-sœur m'a expliqué au téléphone, vous traversez une situation très délicate avec votre fils et sa petite amie, » a dit maître Carvalho en nous invitant à nous asseoir dans les fauteuils face à son bureau. J'ai respiré profondément avant de commencer à raconter toute l'histoire. Depuis la demande initiale de Théo pour que Hortense reste quelques jours à la maison, jusqu'aux pressions constantes pour que je quitte mon propre appartement. L'avocat m'écoutait attentivement, prenant des notes occasionnelles et n'interrompant que pour clarifier certains points spécifiques. « Madame Ondine, il faut que vous compreniez une chose très importante. C'est votre maison, enregistrée à votre nom, achetée avec votre argent. Personne n'a le droit de vous forcer à partir. Pas même votre fils, » a déclaré maître Carvalho fermement. Ce qui se passe peut être qualifié de contrainte morale. Ces paroles m'ont apporté un immense soulagement, mais aussi une profonde tristesse en réalisant que j'en étais arrivé au point d'avoir besoin d'une protection juridique contre mon propre fils. « Maître, mais s'il refuse de partir, Théo et c'est mon fils, je ne veux pas créer un traumatisme irréparable entre nous. » L'avocat s'est adossé dans son fauteuil et m'a regardé avec compréhension. « Madame Ondine, je comprends parfaitement votre inquiétude, mais vous devez comprendre que celui qui crée ce traumatisme, c'est lui, pas vous. Vous avez le droit de vivre en paix dans votre maison. » Roxane tenait ma main pendant que maître Carvalho expliquait les procédures légales disponibles. Il pourrait d'abord envoyer une mise en demeure extrajudiciaire, essayant de résoudre la situation sans avoir recours à la justice. Si cela ne fonctionnait pas, nous pourrions entamer une procédure d'expulsion. « Maître, combien de temps prendrait tout ce processus ?» ai-je demandé, ressentant un mélange d'espoir et d'appréhension.
La mise en demeure extrajudiciaire peut être envoyée aujourd'hui même. Ils auront 15 jours pour répondre. S'ils ne partent pas volontairement, nous pouvons engager une action en justice qui peut prendre quelques mois pour être résolue, a expliqué l'avocat. Mais dans la plupart des cas, la mise en demeure suffit à résoudre la situation. Je suis sortie du cabinet avec une copie de la mise en demeure qui serait envoyée à Théo et Hortense, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des mois. Roxane m'a invitée à déjeuner et pendant le repas, nous avons discuté de la façon dont je devrais aborder la situation en rentrant chez moi. Ondine, tu dois être préparée à leur réaction. Ils vont probablement essayer de te faire culpabiliser à nouveau, m'a prévenue Roxane en coupant le poisson dans son assiette. J'étais d'accord avec elle, mais cette fois, je savais que j'avais un soutien juridique pour ma position. Roxane, pour la première fois depuis des mois, je me sens en sécurité. Savoir que j'ai des droits et que je peux les exercer me donne une force que j'avais perdue. Quand je suis rentrée chez moi en milieu d'après-midi, j'ai trouvé Théo et Hortense dans le salon, parlant à voix basse. Ils ont cessé de parler dès qu'ils m'ont vu entrer, et j'ai pu sentir la tension dans l'air. Théo m'a regardé avec une expression mêlant colère et curiosité. « Maman, comment s'est passé ton rendez-vous avec l'avocat ?» a-t-il demandé, essayant de maintenir un ton neutre, mais ne parvenant pas à cacher son irritation. Je me suis assise dans le fauteuil face à eux et les ai regardés directement. « Théo, c'était très éclairant. J'ai découvert que j'ai des droits que vous essayez de violer. » Hortense s'agita nerveusement sur le canapé, échangeant des regards inquiets avec Théo. « Ondine, j'espère que vous n'avez rien fait de précipité, » dit-elle, essayant de paraître concernée, mais trahissant sa peur. « Hortense, j'ai fait exactement ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai cherché une protection légale pour mes droits, » ai-je répondu, ressentant un calme que je n'avais pas éprouvé depuis des semaines. Théo se leva brusquement du canapé, marchant vers la fenêtre les mains sur les hanches. « Maman, je n'arrive pas à croire que tu sois vraiment allée voir un avocat à cause de cette situation. C'est une trahison envers notre famille. » L'accusation de trahison m'a touchée, mais cette fois j'étais préparée. « Théo, la trahison, c'est vous qui avez essayé de me chasser de ma propre maison. Je n'ai fait que me défendre. » Hortense se leva aussi, se positionnant aux côtés de Théo dans une claire démonstration d'unité contre moi. « Ondine, vous détruisez la famille à cause d'une maison. C'est très triste. » J'ai regardé les deux debout près de la fenêtre, réalisant comme ils étaient devenus unis contre moi. « Hortense, c'est vous qui avez essayé de détruire ma vie pour avoir ma maison. Je ne fais que me protéger. » Théo se tourna vers moi avec une expression furieuse. « Maman, qu'est-ce que cet avocat t'a dit exactement? Quel genre d'action comptes-tu entreprendre contre nous? » J'ai respiré profondément avant de répondre, sachant que c'était le moment décisif. « Théo, vous recevrez une notification officielle vous donnant 15 jours pour quitter ma maison. Si vous ne partez pas volontairement, nous réglerons cela devant la justice. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo et Hortense se regardèrent et je pus voir le choc sur leur visage. Ils ne s'attendaient clairement pas à ce que j'aille si loin pour défendre mes droits. « Maman, tu es sérieuse? Tu vas vraiment nous expulser de la maison ?» demanda Théo, et pour la première fois depuis des semaines, j'entendis de la vulnérabilité dans sa voix. « Théo, je ne vous expulse pas. Je vous demande de quitter ma maison, que vous avez envahie sous de faux prétextes. » ai-je corrigé, gardant ma voix ferme malgré la douleur que je ressentais. Hortense croisa les bras et me regarda avec une colère manifeste. « Ondine, vous faites une terrible erreur. Théo ne vous pardonnera jamais ça. » La menace implicite de perdre définitivement mon fils m'a touchée, mais je savais que je l'avais déjà perdu au moment où il avait choisi de la soutenir contre moi. « Hortense, si Théo ne peut pas pardonner à sa mère de défendre ses propres droits, alors il n'est plus le fils que j'ai élevé. » Théo me regarda avec une expression d'incrédulité. « Maman, tu dis que tu préfères la maison à moi ?» La question était un piège émotionnel que je connaissais bien. « Théo, c'est toi qui dis que tu préfères une maison gratuite à ta mère. La différence est que cette maison est légitimement la mienne. » À ce moment-là, l'interphone sonna.
C'était le gardien annonçant qu'un huissier était là, avec une notification à remettre. Théo et Hortense échangèrent des regards paniqués, réalisant que la situation était devenue officiellement sérieuse. « Qu'il monte », ai-je dit au gardien, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Quand l'huissier arriva à la porte, il remit les documents à Théo et Hortense, expliquant brièvement le contenu de la notification. Ils avaient 15 jours pour quitter les lieux volontairement, sinon une procédure d'expulsion serait engagée. Après le départ de l'huissier, Théo s'assit lourdement sur le canapé, tenant les papiers de ses mains tremblantes. « Maman, je n'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là. Tu l'as vraiment fait. » J'ai regardé mon fils et senti mon cœur se briser, mais j'ai maintenu ma détermination. « Théo, vous m'avez forcé à en arriver là. J'ai essayé de discuter. J'ai essayé de trouver une solution à l'amiable, mais vous avez insisté pour me pousser à partir. » Hortense s'approcha de moi les larmes aux yeux, mais je pus voir que c'étaient des larmes de colère, pas de tristesse. « Ondine, vous allez le regretter. Théo vous haïra pour toujours. » Je me suis levée du fauteuil et les regardai directement. « Hortense, si mon fils doit me haïr pour avoir défendu mes droits, alors il vaut peut-être mieux le découvrir maintenant. » Théo leva les yeux des papiers et me regarda avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. « Maman, si c'est comme ça que tu veux régler les choses, très bien, mais sache que notre relation ne sera plus jamais la même. » Ces paroles m'ont profondément blessée, mais je savais que notre relation avait déjà changé irrémédiablement au moment où il avait choisi de soutenir Hortense contre moi. « Théo, notre relation a changé le jour où tu as décidé que je devais quitter ma maison pour vous accommoder. Ce soir-là, nous avons dîné dans un silence total. Théo et Hortense chuchotaient entre eux, faisant des plans que je ne pouvais pas entendre complètement. J'ai réalisé qu'ils essayaient de trouver un moyen de renverser la situation, mais ils savaient qu'ils n'avaient légalement aucun argument. Le lendemain, Théo est parti tôt au travail sans dire un mot. Hortense est restée à la maison, passant des appels téléphoniques constants. J'ai entendu des bribes de conversation où elle racontait sa version de l'histoire à des amis et à la famille, me dépeignant comme une mère cruelle qui avait chassé son propre fils de la maison. 3 jours plus tard, Roxane a appelé pour savoir comment je gérais la situation. Je lui ai parlé du silence hostile qui s'était installé dans la maison et des tentatives de Hortense de mobiliser l'opinion publique contre moi. « Ondine, tu fais ce qu'il faut. Ne les laisse pas te faire culpabiliser pour avoir défendu tes droits, » a dit Roxane avec fermeté. « S'ils le souhaitent, ils peuvent rester chez moi jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre logement. » L'offre de Roxane m'a rassurée, sachant que Théo aurait un endroit où aller s'il décidait vraiment de partir. Cela éliminait ma dernière inquiétude concernant les conséquences pratiques de ma décision. La semaine suivante, j'ai remarqué que Théo et Hortense appelaient des agences immobilières et visitaient des appartements. Ils avaient enfin compris que je ne reviendrais pas sur ma décision et commençaient à chercher de vraies alternatives. 10 jours après avoir reçu la notification, Théo est venu me voir dans la cuisine pendant que je préparais le petit déjeuner. Il semblait plus calme, moins hostile, comme s'il avait finalement assimilé la situation. « Maman, nous avons trouvé un appartement. Nous déménageons à la fin de la semaine, » a-t-il dit, évitant mon regard. J'ai ressenti un immense soulagement mêlé d'une profonde tristesse. « Théo, je suis heureuse que vous ayez trouvé un endroit. J'espère que vous y serez heureux. » Il m'a alors regardé et pendant un instant, j'ai vu une lueur du fils affectueux qu'il avait été. « Maman, je pense toujours que tu as exagéré, mais je comprends que tu avais le droit de faire ce que tu as fait. » C'étaient les premiers mots conciliants qu'il m'adressait depuis des semaines et je m'y suis accrochée comme à une bouée de sauvetage. « Théo, je t'aimerai toujours, quoi qu'il se soit passé entre nous. » Le samedi, ils ont déménagé. Théo m'a donné une étreinte rapide et formelle en partant, promettant qu'il me contacterait bientôt. Hortense a simplement fait un signe de la main depuis la porte, sans montrer le moindre signe de réconciliation. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis assise dans mon salon silencieux et j'ai versé toutes les larmes que j'avais retenues pendant des mois. J'avais reconquis ma maison mais perdu mon fils dans le processus.
C'était une victoire amère mais nécessaire pour préserver ma dignité et mes droits. 6 mois plus tard, j'étais sur le balcon de mon appartement prenant mon petit déjeuner et observant l'animation matinale de la rue quand le téléphone a sonné. C'était une matinée ensoleillée de janvier et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment en paix dans ma propre maison. Le silence qui m'avait hanté dans les premiers jours et après le départ de Théo et Hortense s'était transformé en une tranquillité réconfortante. « Allô ?» ai-je répondu, ne reconnaissant pas le numéro sur l'écran. « Maman, c'est Théo », a dit la voix de mon fils à l'autre bout de la ligne et j'ai senti mon cœur s'emballer immédiatement. C'était notre premier contact depuis cette étreinte formelle le jour du déménagement. Pendant 6 mois, j'avais attendu cet appel, alternant entre espoir et résignation. « Théo, ça me fait du bien d'entendre ta voix », ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre malgré l'émotion que je ressentais. Il est resté silencieux quelques secondes avant de continuer. « Maman, j'aimerais te parler, en personne, si possible. Il y a des choses que je dois te dire. » J'ai accepté immédiatement et nous avons convenu de nous retrouver au petit déjeuner café du coin où nous avions l'habitude d'aller quand il était plus jeune. J'ai passé le reste de la matinée nerveuse, imaginant ce que Théo pourrait vouloir me dire après tant de temps de silence. Quand je suis arrivée au petit déjeuner café à l'heure convenue, Théo était déjà là, assis à une table dans le coin, remuant nerveusement une tasse de petit déjeuner café. Il avait un peu maigri et il y avait quelque chose de différent dans son expression, une maturité que je n'avais pas remarquée avant. « Salut maman », a dit Théo en se levant pour me saluer, et cette fois l'étreinte a duré quelques secondes de plus que celle formelle des adieux. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, et pendant quelques minutes, nous sommes restés silencieux, comme si aucun de nous ne savait exactement par où commencer. J'ai commandé un petit déjeuner café, et j'ai attendu qu'il prenne l'initiative de la conversation. « Maman, je dois te présenter mes excuses », a commencé Théo, me regardant directement dans les yeux pour la première fois depuis des mois. Je me suis comportée de façon terrible, et il m'a fallu tout ce temps pour le voir clairement. J'ai senti les larmes commencer à se former dans mes yeux, mais j'ai essayé de garder mon calme. « Théo, qu'est-ce que c'est qui t'a fait changer d'avis ?» Il a poussé un profond soupir avant de répondre. « Beaucoup de choses, maman. D'abord, vivre avec Hortense sans ta présence m'a fait réaliser comment elle est vraiment. Sans toi dans les parages pour tout te reprocher, elle a commencé à montrer sa véritable personnalité. » Théo m'a raconté que dès qu'ils ont emménagé dans leur nouvel appartement, Hortense a commencé à manifester un comportement contrôlant qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Elle critiquait constamment ses décisions, contrôlait ses finances et essayait de l'isoler de ses amis et du reste de sa famille. Elle disait toujours que tu étais le problème, que tu étais possessive et manipulatrice, poursuivit Théo, tripotant nerveusement le sucrier. Mais quand tu n'étais plus dans l'équation, j'ai réalisé que les problèmes persistaient. En fait, ils empiraient. J'ai écouté en silence pendant que mon fils me racontait les derniers mois. Comment Hortense avait refusé de contribuer financièrement aux dépenses de l'appartement, prétextant qu'elle était en train de s'établir professionnellement. Comment elle avait essayé de le convaincre de me poursuivre en justice pour obtenir une partie de ma maison. Comment il avait découvert qu'elle parlait avec d'autres hommes sur les réseaux sociaux. « Maman, j'ai rompu avec Hortense il y a 2 semaines, » dit Théo, et je pouvais voir le soulagement dans ses yeux. C'était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais aussi la plus nécessaire. J'ai tendu ma main sur la table et j'ai touché la sienne. « Théo, je suis désolée que tu aies traversé tout cela, mais je suis heureuse que tu aies pu voir la situation clairement. » Il a serré ma main doucement. « Maman, je sais que je ne peux pas simplement m'excuser et espérer que tout redevienne normal. J'ai fait des choses terribles. J'ai essayé de te chasser de ta propre maison. J'ai laissé une étrangère me monter contre toi. J'ai dit des choses cruelles que je n'aurais jamais dû dire. » Les larmes que je retenais ont finalement commencé à couler sur mon visage. « Théo, tu es mon fils. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il se soit passé entre nous. » Nous avons parlé pendant plus de 2 heures dans ce petit déjeuner café, et pour la première fois depuis longtemps,
J'ai senti que je parlais au Théo que je connaissais, pas à l'étranger manipulé qu'il était devenu. Il m'a raconté comment il avait cherché une thérapie pour comprendre comment il s'était laissé manipuler si facilement, comment il travaillait à reconstruire les amitiés qu'il avait perdues à cause de Hortense. « Maman, je ne demande pas à revenir vivre avec toi », dit Théo alors que notre conversation touchait à sa fin. « J'ai besoin d'apprendre à vivre seul, à être vraiment indépendant. Mais j'aimerais beaucoup reconstruire notre relation, si tu me le permets. » J'ai souri à travers mes larmes. « Théo, bien sûr que je veux reconstruire notre relation. Tu seras toujours mon fils et il y aura toujours une place pour toi dans ma vie. » Nous nous sommes dites au revoir avec une longue étreinte sincère et Théo a promis de m'appeler dans la semaine pour prévoir un dîner. Je suis rentrée chez moi le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, sentant que j'avais enfin retrouvé mon fils. 2 semaines plus tard, Théo est apparu à ma porte avec un bouquet de fleurs et un sourire timide. « Salut maman, je peux entrer ?» J'ai préparé son dîner préféré et nous avons passé la soirée à parler de sujets banals, évitant soigneusement les thèmes plus douloureux du passé récent. C'était comme si nous apprenions à nous connaître à nouveau, reconstruisant notre relation sur des bases plus solides. « Maman, j'ai appris une leçon très importante ces derniers mois, » dit Théo pendant que nous faisions la vaisselle ensemble, une routine que nous avions maintenue depuis qu'il était petit. « J'ai appris que la vraie famille n'est pas celle qui te dit ce que tu veux entendre, mais celle qui t'aime assez pour dire non quand c'est nécessaire. » J'ai regardé mon fils et j'ai vu qu'il avait vraiment mûri. L'expérience douloureuse avec Hortense avait été une leçon cruelle mais nécessaire pour sa croissance personnelle. Dans les mois qui ont suivi, Théo a commencé à me rendre visite régulièrement. Pas avec la fréquence obsessionnelle d'avant quand il vivait avec moi, mais avec la régularité saine d'un fils adulte qui maintient une bonne relation avec sa mère. Il me parlait de son travail, des nouveaux amis qu'il se faisait, de ses projets d'avenir. Lors d'une de nos conversations, Théo m'a demandé si j'avais pensé à sortir à nouveau avec quelqu'un. La question m'a prise au dépourvu car cela faisait longtemps que je ne pensais plus aux relations amoureuses. « Maman, tu es encore une femme jeune et intéressante. Tu ne penses pas que tu mérites d'avoir quelqu'un de spécial dans ta vie ?» demanda Théo pendant que nous prenions un petit déjeuner-café sur la terrasse. Cette suggestion m'a fait réfléchir aux possibilités que j'avais cessé d'envisager pendant les années où je m'étais consacrée exclusivement à son éducation. Peut-être était-il vraiment temps de penser à moi-même, à mon propre bonheur. Roxane, qui avait été mon soutien fondamental pendant toute la crise, a également commencé à m'encourager à sortir davantage, à rencontrer de nouvelles personnes. Elle m'a inscrite dans un groupe de marche pour les personnes de notre âge, où j'ai rencontré plusieurs personnes intéressantes qui, comme moi, redécouvraient la vie après d'importants changements personnels. C'est dans ce groupe que j'ai rencontré Cédric, un veuf de 62 ans, ingénieur à la retraite, qui avait perdu sa femme 2 ans auparavant. Nous avons commencé comme amis, marchant ensemble et parlant de nos expériences de vie. Mais progressivement, nous avons développé une affection mutuelle qui m'a surprise par son naturel. Théo était sincèrement heureux quand je lui ai parlé de Cédric. « Maman, tu mérites d'être heureuse. Et cette fois, si quelqu'un essaie d'interférer avec ton bonheur, tu peux compter sur moi pour te défendre, » a-t-il dit avec un sourire mêlant tendresse et détermination. Un an après notre réconciliation, Théo est apparu à la maison avec une jeune femme nommée Danielle, une professeure de littérature de 30 ans, qu'il avait rencontrée lors d'un cours de spécialisation. Cette fois, j'ai pu immédiatement percevoir la différence. Danielle était sincèrement intéressée à connaître notre famille, posait des questions sur notre histoire, montrait du respect pour notre relation mère-fils. « Madame Ondine, Théo m'a beaucoup parlé de vous, » a dit Danielle quand Théo l'a amené dîner. « Il est très fier de la mère qu'il a, de la force que vous avez montrée dans les moments difficiles. » J'ai observé comment Théo regardait Danielle, et j'ai vu que cette fois c'était différent. Il n'y avait pas l'obsession malsaine qu'il avait montrée pour Hortense, mais une tendresse mûre et respectueuse. Il avait appris la différence entre passion destructrice et amour sain. Aujourd'hui, 2 ans après ces mois difficiles, je peux dire que notre famille s'est reconstruite sur des bases beaucoup plus solides. Théo s'est marié avec Danielle l'année dernière,
lors d'une cérémonie intime mais émouvante, où il a tenu à me donner une place d'honneur. Dans son discours, il m'a remercié publiquement d'avoir eu le courage de dire non quand c'était nécessaire, d'être resté ferme même quand cela signifiait le perdre temporairement. Cédric est devenu une présence constante et affectueuse dans ma vie, apportant une compagnie mûre et respectueuse dont je ne savais pas qu'elle me manquait. Lui et Théo ont développé une amitié sincère, basée sur le respect mutuel et l'affection qu'ils me portent. Parfois, quand je suis sur le balcon de mon appartement à observer le mouvement de la rue, je réfléchis à combien ces mois difficiles ont été nécessaires pour que nous grandissions tous. J'ai appris que défendre nos droits et notre dignité n'est pas de l'égoïsme, mais de l'amour propre. Théo a appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas accepter d'être manipulé ou manipuler les autres. Notre relation est aujourd'hui plus honnête, plus respectueuse et, paradoxalement, plus proche qu'elle ne l'était avant. La maison que j'ai failli perdre est redevenue un foyer plein d'amour, mais cette fois d'un amour mûr, basé sur le respect mutuel et la compréhension que chaque personne a droit à sa propre vie et ses propres choix. Et j'ai découvert que parfois, il faut se battre pour ceux qu'on aime, même si cela signifie temporairement lutter contre eux.